Salut tout le monde! On présente souvent le fleuve Saint-Laurent comme quelque chose de séduisant. Après tout, son surnom, c'est le majestueux. Sa présence attire le regard et nous donne le goût de s'en approcher. Mais il faut quand même faire attention, car derrière cette apparence lisse, il y a une réalité beaucoup moins confortable. Une réalité où ce qui paraît inoffensif peut soudainement devenir incontrôlable. Eh bien, c'est sur cet aspect du fleuve qu'on va se concentrer aujourd'hui. Bienvenue aux Faiseurs de paysages. Comme on disait dans l'introduction, le fleuve Saint-Laurent, il est bien beau. Mais parfois, il n'est pas très gentil. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Allons découvrir pourquoi. Alors, on se trouve aujourd'hui avec le capitaine Michel Dufresne de la Garde côtière canadienne. On aura un de vos collègues en entrevue un peu plus tard. La raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est la carte qu'on a ici, un beau cours d'eau. C'est le fleuve Saint-Laurent. Son surnom au Saint-Laurent, c'est le majestueux. Ça fait grandiose. Il le mérite. Des fois, c'est quasiment une mer, comme on dit. Par contre, il n'est pas toujours gentil. Il y a une réputation d'être très difficile à naviguer. Effectivement. Pour à peu près toutes les raisons, j'ai lu là-dessus, puis j'ai dit, mon Dieu, il coche beaucoup de cases. Qu'est-ce qui se passe sur le fleuve Saint-Laurent? Pourquoi c'est si difficile que ça, naviguer ce fleuve-là? Je dirais, un des éléments principaux, c'est les marées. On a des très grandes marées dans le secteur de Québec. Le courant qui va changer de direction environ toutes les 6 heures. Donc, avec le type de marée qu'on a dans le secteur à Québec, on parle de 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Et dans le secteur de l'île d'Orléans, justement au nord de l'île d'Orléans et le secteur à Québec, dépendamment des phases de la Lune, eh bien, on peut avoir des marnages, c'est la différence entre le niveau de la marée basse et le niveau de la marée haute, qui peut aller jusqu'à 6 mètres. Donc, fait que c'est beaucoup d'eau qui se déplace très rapidement. Ça, c'est toute l'eau en provenance de l'Atlantique. L'eau, le débit du fleuve en tant que tel, oui. Et avec le jeu des marées, bien, c'est comme une onde qui va et qui revient, mais principalement, c'est l'eau, le débit du fleuve normal, mais augmenté par les ondes océaniques, si on veut, qui se rendent jusqu'ici. Vous avez dit juste un petit peu, c'est pas une illusion d'optique, là. Moi, si je suis assis puis je trouve que l'eau va à l'envers, c'est pas il y a vraiment... Non. Le courant va vraiment aller porter vers l'amont durant le courant de flot, là, lorsque oui. Et à 6 heures après environ, ça varie un petit peu plus que 6 heures, là, entre 6 et 7 heures environ, là, entre chaque marée, puis et le courant va repartir dans l'autre direction. Donc, comme j'ai mentionné, on a le courant qui change de direction environ toutes les 6 heures, 6 à 7 heures. Mais on a aussi la vitesse à laquelle l'eau va se déplacer. Du côté nord de l'île d'Orléans, en moyenne, c'est de 1 à 2 nœuds. À certains endroits, on va aller à des points qui peuvent aller jusqu'à 3 nœuds. Donc, néophyte. 3 nœuds. Un nœud, c'est comme c'est 1,852 km à l'heure. OK, parfait. Donc, fait que 3 nœuds équivaut à un petit peu moins que 6 km/h. Parfait. Donc, c'est en face de Québec, on va aller par moment, ça peut aller jusqu'à 3,5, 4 nœuds de vitesse. Mais comme je dis, du côté nord de l'île, en moyenne, ça va jouer entre 1 et 2 pendant le courant là, de la marée baissante. Parfait. Ça, c'était les marées.
Ça n'est juste un. J'ai lu les bancs de sable, j'ai lu, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui rend la navigation si difficile depuis l'estuaire, depuis Tadoussac? Bien, c'est que c'est des gros mouvements d'eau, justement. Donc, ça amène par température, il peut y avoir les bancs de brouillard, il va y avoir, c'est quand même des grosses masses d'eau. On parle juste à la fin de l'île d'Orléans, en bas, de la partie d'en bas de l'île d'Orléans. C'est l'endroit où l'eau commence à être beaucoup plus au mur, donc où l'eau salée va commencer tranquillement. Donc, fait que toute cette densité, la densité de l'eau qui change, va amener vraiment des conditions de navigation le fait différentes. Que de l'eau salée qui commence change la manière de naviguer. Ah, oui. Ça va changer les impacts, disons, les effets sur la météo. Tout ça, ça va être l'eau dans le secteur ici. L'eau est très boueuse. Énormément de sédiments en suspension dans l'eau. Donc, ça crée, on a l'impression de se promener vraiment dans du lait au chocolat des fois. Là. Tellement le brassage de l'eau va être important. OK. Dans votre autre rôle, je vous appelle capitaine. Quand vous êtes sur un bateau, vous êtes le commandant. Avec toutes les technologies d'aujourd'hui, je vais faire une comparaison bizarre. L'avion, tu peux le peser sur ça, puis il s'en va jusqu'à sa destination de ça. On n'est pas rendu là. On a besoin de... je comprends qu'on a perdu une personne en charge, mais... disons que la navigation se fait encore manuellement, si on veut, on peut dire. C'est vraiment... oui, on a l'avènement des cartes électroniques et la qualité des informations, la quantité d'informations à notre disposition est beaucoup plus grande que ce qu'il y avait à l'époque. Donc, juste par exemple, une des particularités, bien, vu qu'il y a beaucoup de courbes et des passages étroits, donc ça nécessite un système de balisage, beaucoup de bouées qui sont en place. Donc la pose des bouées, à l'époque, tout se faisait seulement avec l'aide des sextants. Par des angles horizontaux, les baliseurs faisaient la pose des bouées au printemps, l'enlèvement à l'automne, remplacé par quelques bouées d'hiver. Alors que maintenant, tout se fait à l'aide du GPS et des systèmes de positionnement qui sont précis au pied près. Donc, le positionnement des bouées se fait, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus précis que ça pouvait l'être à l'époque. Ce qui a amené justement la réduction du nombre de bouées et les aides à navigation ont changé énormément au cours des 30 dernières années, là, depuis l'avènement justement de la navigation électronique. Mais l'être humain... L'être humain est encore nécessaire pour piloter le navire, effectivement. Vous venez de parler de bouées, avec tout ce qui se passe, puis les marées, puis les courants, ils ont-tu à être déplacés dépendant de la situation, les bouées qu'on voit dans le fleuve? Non, les bouées, c'est comme vous pouvez voir sur la carte, chaque bouée est identifié sur la carte. Okay. Et ça, c'est la position annoncée. Donc, les navigateurs, tous les pilotes, tous ceux qui utilisent le réseau de navigation du fleuve, s'attendent à ce que la bouée soit à cette position-là. Parce que c'est là qu'on dit que la bouée va être positionnée. Il va arriver, en raison des glaces l'hiver ou des grosses tempêtes d'automne, il peut arriver que des bouées se fassent déplacer. Même s'ils ont des ancrages très pesants, il peut arriver qu'elle se fasse déplacer. Donc, à ce moment-là, un pilote ou un navigateur qui se rend compte, qui passe à côté d'une bouée, puis il se rend compte que la bouée n'est pas à sa place, va appeler le service de trafic maritime pour les aviser que telle bouée est tant de mètres, évaluée à tant de mètres en amont ou en aval de sa position. Après ça, le baliseur qui est en devoir dans le secteur va aller faire une intervention pour repositionner la bouée au bon endroit. Ça, c'est pour le fleuve. Maintenant, pour la garde côtière. Nous, sur la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans, on voit vos bateaux. Vous avez un petit poste où vous êtes stationné au bord du boulevard Champlain, à Québec. On voit vos hélicoptères. Le rôle de la garde côtière, moi, j'aurais pensé, en plus, ça touche le sujet qui s'en vient, en cas de naufrage, en cas d'accident, ça doit être plus que ça, là, quand même. C'est quoi le rôle de la garde côtière canadienne? Le rôle, mandat de la garde côtière, la garde côtière est responsable du volet maritime là, de recherche et sauvetage. Parce que recherche et sauvetage, c'est pas seulement que le volet maritime, il y a aussi le côté aérien ou terrestre. Donc, la garde côtière, c'est là qu'il va avoir les unités pour réagir au volet maritime. Fait que ça c'est un des gros volets de notre mandat, de nos tâches.
Comme on a parlé, justement, la mise en place des aides à la navigation, les bouées, la mise en place, l'enlèvement à l'automne, s'assurer, faire l'entretien. Et on a aussi, il n'y a pas seulement que des bouées, il y a des phares, il y a des feux d'alignement qu'on appelle, pour justement aider les navigateurs à suivre un chenal précis, là, un endroit précis dans le chenal. Donc, l'entretien de tous ces sites-là, c'est la garde côtière qui s'occupe de ça. L'hiver, on a effectivement le déglaçage, l'escorte des navires, l'assistance à la navigation. Les brise-glaces sont à vous? Moi, je suis capitaine sur un brise-glace. Ah bon, d'accord. Fait que c'est le navire sur lequel je suis assigné présentement, c'est le Desgroseilliers. Okay. Ça fait 12 ans que je suis assigné à ce navire-là, avec quelques passages sur d'autres navires à l'occasion, mais principalement le navire sur lequel je suis, c'est le Desgroseilliers. Donc l'hiver, le brise-glace, il y a toujours un brise-glace qui est stationné à Québec en attente pour réagir aux différentes interventions qu'on peut avoir à faire. Et à Québec, principalement, Québec et Trois-Rivières, le mandat premier de la garde côtière, c'est le contrôle des inondations. Okay. Avant même les escortes des navires, si il y a une demande d'assistance pour aider un navire, mais s'il arrive un embâcle ou une situation qui pourrait potentiellement devenir une embâcle, notre priorité va être, on va cesser l'assistance au navire sans le mettre en danger, là, mais notre priorité première, c'est vraiment de s'assurer que la glace reste en mouvement. Disons que de toujours avoir un contrôle sur le mouvement de la glace. Donc, ça existait avant, mais là, ça ne ferme plus, la voie maritime? Non, là maintenant, c'est ça. 365 jours par année. Jusqu'à Montréal. Donc, c'est ça. Okay. D'où notre responsabilité, notre tâche de s'assurer que la voie maritime reste vraiment fluide et que tous les cargos, les navires pétroliers qui naviguent jusqu'à Montréal pendant l'hiver peuvent le faire sans encombre. Alors, capitaine Michel Dufresne de la Garde côtière canadienne, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Et puis, peut-être que vous m'embarquerez sur votre bateau à un moment donné. Soyez à l'affût. Il arrive des fois qu'on fait des journées portes ouvertes pour faire les visites. Donc, j'essaie d'être à l'affût dans les médias, justement. Puis, ça arrive, oui, qu'il y a des visites là, qui peuvent être faites sur les navires. Donc, merci beaucoup, capitaine. Ça me fait plaisir. Merci. Maintenant que l'on sait pourquoi le fleuve Saint-Laurent est si difficile à naviguer, allons à la rencontre d'un historien maritime qui va nous raconter ce qui est arrivé tout près de Sainte-Famille, à l'île d'Orléans, le 30 octobre 1875. Alors, on poursuit ce reportage avec M. Hubert Desgagnés, qui est conseiller scientifique au Musée maritime de Charlevoix. C'est ça. Retraité de la Garde côtière canadienne. Oui. Capitaine aussi. J'ai mon brevet de capitaine. Je voulais être sûr que j'avais le bon titre. Cette partie-là de l'entrevue est plus consacrée à quelque chose qui n'est peut-être pas joyeux, mais qui fait bien suite avec les difficultés de navigation du fleuve Saint-Laurent. C'est les différents et nombreux naufrages qu'il y a eu au fil des siècles, finalement. On parle de combien de naufrages répertoriés qu'il peut y avoir dans l'estuaire? Il n'y a pas une quantité précise. On parle de 3000, on parle de 2500. Ça dépend du secteur qu'on prend, qu'on veut regarder ou examiner. Mais entre Montréal, le fleuve commençait, où les navires commençaient à rencontrer une navigation beaucoup plus difficile dès le passage de Terre-Neuve. Donc, vous aviez une mer intérieure qui est le golfe Saint-Laurent, qui a des vagues beaucoup plus courtes que sur l'Atlantique, une houle plus dévastatrice pour certains bateaux qui sont plus ou moins en bon état. Et vous aviez les particularités reliées autant à la météo, des bancs de brume, la neige, la glace. Lorsque certains navires arrivaient très tôt dans la saison, au mois de mars, bien, vous aviez encore un fleuve couvert de glace qui pouvait mettre en péril certains navigateurs. Donc, lorsque vous arrivez, et on est chanceux, on a une carte colorée, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais on voit les bancs de sable, les profondeurs varient énormément lorsqu'on s'approche du rivage.
Et ces navigateurs-là n'avaient pas de GPS, n'avaient pas de navigation électronique, on oublie ça. C'était à la vue. S'il y avait du brouillard, ben on continuait avec un plomb de sonde. On vérifiait la profondeur. C'était la main. C'était à la main. C'était la seule chose pour dire qu'on connaissait, parce qu'il y avait des cartes. Dès l'époque de Jean Talon, la carte marine est devenue très importante, associée avec l'utilisation de pilotes, donc d'aviseurs qui connaissaient très bien le secteur. Lorsqu'on arrive à un secteur comme ici, l'île d'Orléans, c'est beaucoup plus restreint. Donc, c'était vraiment pour un capitaine qui arrivait de Liverpool ou qui arrivait de la France, c'était un endroit inconnu et en même temps présentant un lot de dangers. Donc, vous aviez besoin d'avoir quelqu'un local qui connaissait le secteur et qui pouvait vous amener de façon sécuritaire jusqu'au port de Québec. Si on regarde la zone qu'on veut regarder, là, la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, quels sont les naufrages notables là, qu'on peut parler? Les naufrages les plus intéressants, je dirais, c'est le brise-glace Lady Ray, qui a été abordé par un traversier en plein hiver, dans les années 50. Le navire devait assister le traversier, et c'était un traversier qui était construit de façon très robuste, donc pour pouvoir naviguer dans la glace, mais il était pris. Et lorsque le brise-glace est arrivé à proximité, la fissure qui s'est faite dans la glace a provoqué un déplacement soudain du traversier qui a percuté le brise-glace, et le brise-glace a sombré. Heureusement, pas de perte de vie. Mais si vous allez un peu plus en aval, dans le secteur de Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Joseph-de-la-Rive, ben vous avez des naufrages beaucoup plus importants. Comme un des naufrages les plus importants dans le 20e siècle, c'est le naufrage du Tritonica, qui a été percuté par un cargo au large de Petite-Rivière-Saint-François, un navire qui transportait du minerai de fer. Malheureusement, mauvaise habitude, les panneaux d'écoutille étaient ouverts et le navire a sombré comme une pierre en peut-être moins d'une minute. Et on parle à ce moment-là d'une cinquantaine de victimes, des gens qui n'ont jamais été retrouvés. Donc, vous avez des accidents, effectivement, maritimes qui sont pas nécessairement de nature énorme, qui vont faire la manchette, mais qui, malheureusement, entraînent leur lot de pertes de vie. Je parlais tout à l'heure qu'on va se concentrer sur un événement précis. Pourquoi on se concentre sur lui? C'est parce que le 30 octobre dernier, ça a fait 150 ans, l'anniversaire. Je trouve toujours ça un peu drôle d'utiliser ce mot-là, parce que ça a l'air d'un mot joyeux, mais du naufrage du vapeur Montmorency, qui s'est passé à l'île d'Orléans. En fait, je vous corrige, le Montmorency n'a pas fait naufrage. C'est le chaland qui faisait la navette entre la terre. C'est pour ça, pour expliquer tout ça. Donc, le vapeur Montmorency a été impliqué dans un naufrage. Premièrement, c'est quoi un vapeur? Un vapeur, je vous montre une photo tout simplement d'un bateau similaire au Montmorency. Il faut comprendre une chose. Il n'y avait pas de pont à l'île d'Orléans, pour ne mentionner que l'île d'Orléans. Les routes étaient très sommaires. Donc, les gens, pour se rendre d'un point à l'autre sur la côte, il faut mentionner également que la plupart des villages étaient sur le rivage. Donc, le meilleur moyen pour se rendre à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans ou aller à Petite-Rivière-Saint-François ou à l'île aux Coudes, c'était par bateau. Et c'était des bateaux qui pouvaient transporter des passagers. Donc, des bateaux, au début, à voile, mais quand la vapeur est arrivée dans les années 1820-1830, on a commencé à construire des navires qui étaient propulsés avec des roues à aubes et qui permettaient d'embarquer des passagers et de la cargaison. Donc, c'était vraiment des bateaux ravitailleurs qui faisaient d'un village à l'autre. Donc, Québec était le centre névralgique. On avait les marchés et surtout à l'automne, il fallait aller chercher des denrées pour rapporter dans les villages parce que dès que la glace prenait, ça devenait excessivement périlleux et c'était une aventure que malheureusement plusieurs ont laissé leur vie. C'était d'essayer de revenir vers Québec pour X, Y, Z raison, aller porter un patient à l'hôpital de Québec parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux sur le rivage. Donc, vous aviez effectivement cette difficulté-là à vous rendre à un point B. Et à ce moment-là, c'était des navires à vapeur qui permettaient de garder une certaine vitesse, pas très rapide, on parle de 8 nœuds, donc à peu près 15-16 km à l'heure, mais qui pouvaient transporter
100, 150 personnes. Donc, chaque village était une escale, obligée pratiquement, pour permettre aux gens de débarquer leurs effets personnels et rembarquer d'autres personnes qui allaient au village suivant. Durant l'été, ben, ces bateaux-là avaient un rôle supplémentaire, le tourisme. Donc, notre naufrage en question, ça s'est passé du côté de Sainte-Famille à l'île d'Orléans. Exact. Qu'est-ce qui est arrivé le 30 octobre 1875 exactement? On est tard dans la saison. Déjà, les journées sont beaucoup plus réduites, à peu près les mêmes heures de clarté qu'on a aujourd'hui. Les navires, la plupart des navires avaient été retardés dans leur déplacement ou dans leur départ parce qu'il y avait une bonne brise de nordais. Et à ce moment-là, il faut ajuster la marée parce qu'on ne veut pas avoir à affronter le courant de marée contraire au vent. Et là, on avait un vent du nord-est, donc il fallait vraiment ajuster les marées. La plupart des bateaux avaient été retardés. Et encore une fois, lorsque les navires ont commencé à appareiller, dont le Montmorency, le but, c'était de s'arrêter aux différents villages. Donc, Saint-Pierre, Sainte-Famille, ceux qui allaient du côté sud, ben, arrêtaient à Saint-Laurent, à Saint-Jean, Saint-François, et continuaient. Dans le cas du Montmorency, ils continuaient plus loin jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré et Joachim. Et toujours dans un but d'amener des gens. Et là, on transportait beaucoup plus de gens parce que c'était les provisions. Donc, le bateau était principalement utilisé, et c'était les femmes des cultivateurs qui allaient pour vendre leurs dernières provisions. Les gens des locaux vendaient les patates. Donc, les fruits comme les pommes, c'était les denrées qui étaient vendues à Québec. Et là, on repartait avec la farine, avec ce qui était jugé prioritaire pour pouvoir passer durant tout l'hiver. Et le Montmorency, donc, faisait le tour. Je rappelle ici, contrairement à ce que la carte nous montre, il n'y a pas de pont. Il n'y avait pas de pont. Les villages, encore une fois, on est à la noirceur là, au moment du départ du Montmorency. Vous n'avez pas d'électricité. Donc, lorsqu'on prend le boulevard Sainte-Anne, on voit partout, il y a de la lumière. Ouais. Dans ce cas-là, c'était une lumière par-ci, une lumière par-là. Et le navire devait donc se fier à l'expérience de son capitaine. Le capitaine était assez expérimenté pour ne pas avoir besoin de pilote. C'est lui qui faisait le pilotage de son bateau. Et donc, à chaque village, ce que le bateau faisait, s'il y avait un quai, chanceux. On arrête au quai, les gens débarquent tranquillement, on débarque la cargaison, on reprend des nouveaux passagers et on repart. À Sainte-Famille, il n'y a pas de quai. Donc, le bateau devait se fier à un point, puis là, on parle d'à peu près vis-à-vis aujourd'hui la côte du Mitant, la route du Mitant qui coupe l'île. Donc, c'est à peu près là qu'on arrêtait et les gens utilisaient un chaland. Un chaland, c'est comme une boîte, mon Dieu, comme une boîte de souliers, mais qui fait peut-être 50, 60 pieds. C'est rectangulaire. On met la cargaison sur le chaland. Il n'y a pas de cale nécessairement. Et dans ce cas-ci, c'était, comme je le disais, une cinquantaine de personnes. Même, je pense qu'il y en avait plus. Ils ont été obligés de faire 2 voyages pour pouvoir descendre les passagers et descendre la marchandise qu'ils rapportaient. Donc, c'est pour ça que vous m'avez dit que c'est pas le vapeur. C'est pas le vapeur. Parce que le vapeur, lui, le commandant, tout ce qu'il avait à faire, c'était faire du surplace. Attendre que le chaland, et souvent le chaland, soit que c'était avec des voiles ou avec des perches. Dans ce cas-ci, c'est pas clairement indiqué dans les archives des journaux de l'époque, mais on pense que c'était avec des hommes avec au moins 4 perches. On poussait le bateau. Le commandant du Montmorency, tout ce qu'il avait à faire, c'était s'approcher le plus près possible du rivage, sans s'échouer. Et là, le chaland s'accostait sur la coque du navire. Et ça, ici, c'est des ouvertures sur la coque qui permettent d'accéder donc à la cargaison et aux gens de descendre avec une échelle. La marée montait, puis vous aviez du vent du nordais. Donc, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le courant poussait le Montmorency avec le chaland en amont. Ils étaient rendus à 1 mille en amont. Puis là, avec les perches, on n'arrive pas. Donc, le commandant a dit, je vais vous remorquer. Donc, ils ont attaché des amarres après le chaland et le navire à vapeur, le Montmorency, s'est mis en marche. Mais le mouvement a été trop sec, trop saccadé, une amarre a brisé et le chaland s'est retrouvé en travers. C'est enfilé, là j'indique ici sur cette photo, les roues à aubes qui sont sur le côté et qui excèdent la coque. Et le chaland s'est tout simplement embarqué sous la roue qui tournait.
et ça fait provoquer un mouvement de balancier. Le chaland a chaviré avec tout le monde qui était à bord. Imaginez la chose, vous êtes dans l'eau froide de fin octobre, début novembre, donc fin octobre dans ce cas-ci, il fait noir, il n'y a pas de gilet de sauvetage, ou oui, il y en a, mais ils n'ont pas de lumière comme on a aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui tombent à l'eau, on entend crier, et encore une fois, le cri est assourdi par le vent, le bruit du vent. Tous les gens qui étaient à terre et qui attendaient leur famille ne voyaient rien. Ils voyaient la lumière du Montmorency. Ils n'entendaient même pas les cris. Non, c'était le vent. Donc, ils étaient inconscients. Ils ne savaient pas du tout qu'il se passait un drame à ce moment-là. Et quand le commandant du Montmorency a vu ce qui se passait, il a arrêté. Il a commencé à faire leur manœuvre pour ramasser les gens avec les bras, avec des cordages. On a même, malheureusement, puis ça, c'est un détail un peu sinistre, mais il y avait un des survivants de ce chavirement-là avait réussi à saisir 2 femmes. Et lorsque le bateau, il s'est approché du navire, lorsque le bateau, les matelots ont voulu l'aider, ils ont lancé une amarre avec un nœud coulant. Ça c'est venu sur son cou. Il est obligé de lâcher les 2 dames parce qu'il est en train d'étouffer. Puis les 2 dames, on ne les a jamais retrouvées. Mon Dieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment des circonstances où vous ajoutez un paquet de petits facteurs qui font en sorte que... Oui, et malheureusement, dans ce cas-ci, on parle de 19 victimes. Les survivants, plusieurs étaient blessés. Il y en a même un qui a fait le tour complet avec la roue à aube du bateau. Les épaules brisées, une hanche brisée, mais il a réussi, il se battait assez pour pouvoir survivre. Donc, c'est des situations qui sont très complexes. Aujourd'hui, ou heureusement, je devrais dire, si un sinistre est pour se produire, bien, il y a des moyens pour récupérer les gens beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Mais à l'époque, vous étiez laissé à vous-même. Vous étiez laissé à vous-même. Monsieur Desgagnés, je répète, conseiller scientifique au Musée maritime de Charlevoix, retraité de la garde côtière canadienne. Je vous remercie beaucoup pour ces informations et, comme je dis, pour avoir souligné l'anniversaire du vapeur Montmorency à Sainte-Famille. Ce qui est important, c'est que la mémoire continue à se souvenir. Alors, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres prochainement alors que nous irons à la rencontre d'autres faiseurs de paysages.